Bienvenue dans ce chapitre de la Bibliothèque des Mémoires consacré aux personnes vivant à Mayotte qui s'étaient absentées durant le cyclone et qui sont revenues chez elles par la suite. Bonne écoute. Alors, moi, je suis le S. Je travaille à l'ARS et je suis une personne qui est arrivée à Mayotte depuis un peu plus d'1 an et demi et qui adore cette île. Est-ce que tu étais à Mayotte le jour du cyclone? Alors, le jour du cyclone, moi, je suis partie le 12 en métropole. J'avais pris mon billet d'avion en juillet. Donc, du coup, j'étais en métropole le samedi 14. Et quand est-ce que tu es revenue? Je suis revenue le 5 janvier. Environ 3 semaines après le cyclone, dès que l'aéroport a réouvert quelques jours après. J'ai demandé dans quelles circonstances elle a pu revenir. Voilà. Alors, du coup, c'est vrai que moi, j'avais vraiment je me disais, il faut vraiment que je retourne vite à Mayotte dès que l'aéroport réouvre, sauf qu'on savait pas quand est-ce elle allait réouvrir. Et je me souviens que du coup, le 31 janvier, c'était le jour où Air Austral, les compagnies aériennes devaient du coup dire si ils continuaient ou pas les vols commerciaux. Et je me souviens avoir reçu un message. C'est bon, ils ont réouvert les vols commerciaux. Et là, c'était soulagement de oh, c'est bon, je vais pouvoir rentrer. Du coup, c'était le 4 et ils ont juste repoussé d'1 jour, donc le 5. Donc c'était gros soulagement. Et toi, tu avais déjà vécu un événement climatique de ce type? Non, jamais. Et qu'est-ce qui t'a le plus choqué ou interpellé en arrivant Je pense que c'était... Alors, je m'attendais aux maisons complètement éventrées, aux tôles, etc. Je trouvais qu'en arrivant, c'était assez bien déblayé, donc on voyait que le paysage, il avait changé. Mais ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'était les bateaux qui étaient à la barge, qui étaient encore, des cadavres qui flottaient un peu dans l'eau, et les arbres. Je pense que les arbres et les montagnes qui sont totalement on voyait la terre apparente. Ça, c'est ce qui m'a le plus choqué. Et la déchetterie à ciel ouvert sur la rocade. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment toi, en tant que personne qui n'était pas sur l'île, tu as vécu le cyclone et comment ça a impacté ton lieu de vie et ton travail aussi? Alors moi, du coup, je l'ai vécu indirectement en métropole, et du coup, j'étais en fait complètement collée à mon téléphone, et j'avais l'impression en fait comment dire, de penser que à ma colocation et de me dire, mais où est-ce que mes colocs sont? Est-ce qu'ils sont à l'abri? D'avoir un sentiment de où est-ce que tout le monde peut être, et en fait, être totalement impuissante et de se dire, attendre, en fait, pendue à son téléphone, d'avoir un peu des signes, de vie des personnes. Donc, moi, je l'ai vraiment, vécu de manière, moi, j'étais au chaud chez moi, de manière très indirecte, et j'avais juste à attendre, et de manière, comment dire, passive, et la seule chose que je pouvais faire en fait, c'était d'être inquiète. Et voilà, et après c'était le moment où j'avais une coloc qui était au CHM et qui, elle, avait du réseau, et qui m'a montré du coup les premières images avec des pixels, je me souviens. Elle m'a dit, est-ce que tu veux que je te montre l'hôpital ou les rues de Mamoudzou? Et là, je pense que quand elle m'a montré en vrai, du coup, en pixels, je pense que c'est là où j'ai compris que c'était ce qui venait de se passer. Et toi, sur ta reprise du quotidien, genre maison et travail, ça t'a beaucoup impacté? Je dirais que ouais, ça a été un peu dur, parce que du coup, j'avais plus vraiment de repères. Parce que c'est vrai que la maison, elle avait été quand même... on pouvait plus habiter dans cette maison. Et du coup, il a fallu aussi gérer le fait que
d'arriver dans un nouvel endroit, d'être du coup hébergée chez une copine et aussi de réarriver au travail, mais en devant racheter, enfin je sais pas comment dire, toutes les courses, de l'eau, de devoir faire des lessives, de devoir, je sais pas moi, réparer le scooter, de devoir essayer de récupérer les affaires dans notre ancienne maison. Donc sur ça, ça m'a pas mal impacté, voilà, enfin à l'échelle personnelle. Mais je pense aussi que en arrivant au boulot, j'ai plus reconnu en tout cas l'endroit où j'avais travaillé, parce que c'est vrai que il y avait beaucoup de personnes qui venaient de l'extérieur et c'est comme si en fait il y avait un train qui était déjà en marche et que en arrivant pareil, nous on n'avait plus enfin en tout cas nos bureaux étaient occupés par d'autres personnes et du coup c'était comme si j'ai réarrivé dans une nouvelle vie où il y avait le paysage qui avait changé, ma coloc qui avait changé, donc mon lieu de vie avait changé et mon travail aussi et du coup c'était comme si vraiment de repartir à zéro en fait, mais en ayant vécu ici du coup depuis 1 an et demi. C'était un sentiment un peu décalé, mais de l'autre côté j'étais heureuse, enfin j'avais un sentiment de oui, je suis à la bonne place, j'ai bien fait de revenir. Et du coup, j'ai une ou deux questions sur la gestion de la crise. Est-ce que tu penses que les gens étaient prêts? On n'est jamais prêt en fait de toute manière devant des événements comme ça parce qu'on sait jamais enfin quelle personne va avoir une résilience assez forte, quelle personne va justement être impactée parce qu'en soi on peut avoir toutes les formations du monde, on peut avoir enfin toute la bonne volonté du monde, mais le jour même si je sais pas un agent juste vient de perdre un membre de sa famille, en fait il sera pas du tout opérationnel de la même manière qu'un agent qui aura enfin tout pas été en tout cas impacté de la même manière que l'autre agent. Et du coup, sur ça, je pense que les réactions de chacun et chacune sont difficilement prévisibles. Mais après, c'est vrai que je pense enfin, disons je pense en tout cas, dans le lieu dans lequel je travaille, il y a des choses qui dysfonctionnent déjà de base. L'organisation, elle est pas très fluide entre les services, ou alors il y a déjà des questionnements. Je sais pas, sur les organigrammes, sur le fonctionnement d'une ARS parce qu'on est une ARS jeune et c'est aussi ce qui fait notre difficulté, mais aussi un peu notre force parce qu'on est parfois très innovant. Mais là, du coup, je pense qu'on a un peu manqué de gestion de crise, mais en même temps, personne ne pensait que ça allait être à cette échelle. Donc, Tu parles à l'échelle de l'ARS, c'est à l'échelle du territoire. pour moi, les deux, c'est un peu lié parce qu'on est forcément une institution, donc on a un peu le reflet aussi de la gestion de la crise à l'échelle, on va dire, enfin étatique. Mais c'est vrai qu'il y avait un certain décalage, je trouve vraiment dans le discours au national ou dans le discours qui était donné en tout cas par les institutions, qui je suis sûre se donnaient vraiment. Enfin, j'imagine que de la même manière que ici. Dans chaque institution, il y avait vraiment un pool de personnes qui se donnaient corps et âme et du coup, il y avait aussi un discours très soudé, où il y a des gens qui se surmenaient vraiment et heureusement et merci à eux. Mais de l'autre côté, je pense aussi qu'il y avait vraiment un espèce de trou entre le discours aussi de la population qui voyait pas forcément ce qui était mis en place. Aujourd'hui, quelle impression cet événement à Mayotte tu gardes? Ça nous a tous touchés, enfin d'une manière ou d'une autre. Je pense que ça nous remet vraiment à notre place en fait de d'humain, de et aussi de se dire que pour une fois, enfin l'événement, je trouve qu'il a vraiment touché tout le monde. Alors c'est sûr qu'on va pas se relever de la même manière parce que forcément entre personnes précaires ou riches, on n'a pas les mêmes moyens de rebondir. Mais je trouve que ça a remis aussi beaucoup de personnes privilégiées un peu dans leur retranchement. Parce que elles aussi, forcément, elles ont perdu leur maison. Elles aussi, elles se sont retrouvées dans des situations compliquées. Et souvent, ça arrive tout le temps au même, en fait, les catastrophes naturelles. Et là,
pour le coup, je trouve que ça permet de se dire que ça a vraiment touché tout le monde, en fait. Donc, j'ai deux questions. Une dernière question qui est, est-ce que toi, tu voudrais ajouter quelque chose aux auditeurs qui écouteront ce podcast? Cette question, je la pose parce que j'ai beaucoup de gens en métropole, en fait, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de témoignage des personnes, des populations. Ben, moi, je trouve qu'il y a aussi tout un discours aussi qui se fait avec la résilience des populations mahorais, que en fait on enchaîne un peu tout le temps les crises, que c'est normal et que on doit être résilient, etc. Et en fait, je trouve que c'est une notion qui devient de plus en plus problématique parce que j'ai l'impression que sur le fait, enfin, que les gens seraient plus résilients ici du fait des crises. C'est comme si on lâchait un peu du lest sur comment dire, les droits des personnes, en fait. Et je trouve que c'est un peu compliqué de se dire qu'on va mieux accepter les crises ou mieux accepter des catastrophes naturelles parce que les personnes, en fait, elles sont résilientes et que finalement, bah, en fait, comme elles ont pas le choix, bah voilà, c'est comme ça met du temps. On a moins d'accès à tel service ou tel service, mais c'est pas grave, il faut vraiment être dans une idée que on est résilient. Donc moi, c'est juste une petite vigilance, en tout cas, sur cette question-là qui arrive souvent. Et puis en fait, on le met tout le temps, le mot crise, j'ai l'impression de l'entendre 4-5 fois par jour. Faire attention que certes, on est en difficulté, mais de toujours avoir enfin, je sais pas non plus comment le formuler, d'être vigilant en tout cas sur l'accès aux droits des personnes et aux services. Et j'ai une dernière question, que tu n'es pas obligé de répondre, mais j'en ferai un épisode à part entière. Il y a eu un chiffre officiel de 39 morts et plusieurs milliers de blessés. Et c'est pour savoir un petit peu, toi, qu'est-ce que tu penses de ce chiffre? Il y a eu beaucoup de témoignages de la part d'amis, de voisins, de choses qu'ils ont vues. Et il y a toujours cette question de ce chiffre, on sait, de moins de 40 morts. Ben, c'est sûr que c'est sous-estimé et il y a aussi, je trouve, peu de récits en fait, enfin de mémoire en fait sur les personnes qui sont mortes. Enfin, on a beaucoup de témoignages où il y a des gens qui se sont fait quand même décapiter par des tôles et on en entend très peu parler. C'est vrai qu'on reste beaucoup sur le nombre de 39 et on sait, enfin tout le monde sait que c'est tellement sous-estimé. Et à la fois, je trouve qu'on oublie aussi, bah, les récits individuels de chaque personne. Et souvent, ils vont être invisibilisés pour les raisons de, bah voilà, ils ont pas forcément de papier, ils sont pas forcément déclarés à la mairie. Ah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode de la Bibliothèque des Mémoires. J'aimerais remercier les personnes qui ont participé à la création de cet épisode, du montage au témoignage, et vous remercier pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode.